Le premier film de l'histoire qui n'aurait pas pu exister sans les effets spéciaux, le voici. L'invention des trucages au cinéma remonte à ses débuts, dès 1895, le tout premier film à en utiliser est l'exécution de Marie, reine des Écossais, dont un nouveau film est sorti l'an dernier d'ailleurs, qui utilisait la technique de l'arrêt de caméra, consistant à suspendre la prise de vue et effectuer des changements, le montage n'existant pas encore, ou du moins n'étant pas encore perfectionné par Eisenstein et Griffith, les principaux représentants. Les films sont tournés dans l'ordre, et pour ce faire on est obligé d'utiliser ces techniques, notamment ici pour remplacer l'actrice par un mannequin lors d'une décapitation. Le film est filmé par William Hayes, grand nom du cinéma primitif, puisque premier directeur de la photographie de l'histoire, étant un employé de Thomas Edison et assistant de William Kennedy et Laurie Dixon, pour qui il cadrera notamment un des tout premiers films de l'histoire en 1891, avec Dixon Greeting, réalisé donc par Dixon, 4 ans avant l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat des frères Lumière. Hayes réalisera par la suite The Kiss, premier baiser de l'histoire du cinéma en 1896, année de réalisation du film Démolition d'un mur de Louis Lumière, qui a une projection en rembobinant le film, sans éteindre la lanterne, a découvert la marche arrière, ou reverse, les bobines étant évidemment comme des VHS, devant être rembobinées, ça devait bien arriver un jour. Le reverse étant désormais devenu un moyen de narration, comme dans ce clip de Kolchik, du groupe russe Leningrad, où l'action est entièrement en reverse, nous montrant les conséquences avant la source, ou encore ce trailer pour Dead Island, un peu en mode Memento, en montage alterné, nous montrant le début en marche normale, et la fin chronologique en marche arrière, pour que les deux se rejoignent à la fin du trailer. Ces films n'auraient donc pas du tout la même qualité et originalité, sans ces trucages et leur découverte. Arrive alors bien évidemment le magicien Georges Méliès, prestidigitateur considéré comme le père créateur des effets spéciaux, puisqu'il s'est essayé à toutes les techniques, le monsieur étant un illusionniste, en voyant cette invention qu'est le cinéma, l'illusion du mouvement, il devient réalisateur, en réalisant des petits films sur la vie quotidienne, son premier film étant une partie de cartes en 1896, qui n'est rien de plus que ce que le titre indique, puis désirant faire des fictions, pour regagner l'intérêt du public. Il visionne l'exécution de Marie, qui lui fait découvrir le procédé de l'arrêt sur image, qu'il ne comprendra, selon la légende, que lorsqu'il filmera une circulation de véhicules en ville, et que la caméra en se bloquant en plein milieu, avant de reprendre le tournage, lui permettra au visionnage de voir un omnibus se transformer en corbillard. Il le perfectionnera avec une grande complexité et précision, en commençant pour la première fois avec l'escamotage d'une dame au théâtre, Robert Houdin, qui est littéralement un tour de magie. Procédé utilisé encore plus tard, mais plus dans des séries, et pas toujours aussi bien maîtrisé, notamment dans La Sorcière bien-aimée. Et continuera en créant, ou du moins en popularisant de nombreuses techniques comme la surimpression, les fondus et fondus enchaînés, les trompe-l'œil, et les débuts de la couleur avec une colorisation manuelle directement sur la pellicule. L'apogée de son cinéma étant son film le plus connu, Le Voyage dans la Lune, en 1902, mais il a aussi fait Le Royaume des Fées et 20 milieux sous les mers, parmi les premiers films fantastiques, puisque c'est un peu le Jules Verne du cinéma. Après le premier, La Fée des Choux d'Alice Guy, en 1896 encore, première réalisatrice de l'histoire. Les films fantastiques et de science-fiction, ayant désormais les moyens d'être faits, commencent une longue évolution des SFX, jusqu'à maintenant. Le problème pour commencer sont les créatures et autres personnages fantastiques ou de SF. On l'a vu avec La Planète des Singes, des gens costumés, c'est difficile et exigeant d'être crédible et ne pas paraître ridicule. C'est donc l'animation qui va régler ce problème, avec l'invention de l'animation en stop motion en 1907 par James Stewart Blackton, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur les studios Ghibli, puisque c'est lui qui a créé les Humorous Faces of Funny Faces. 2 ans avant Phantasmagorie, premier dessin animé sur support argentique, n'étant pas dessiné sur la pellicule, mais des dessins à la craie sur un tableau filmé image par image, et qui est donc l'inventeur également de la stop motion avec ce procédé, mais plus particulièrement en volume, avec The Humpty Dumpty Circus en 1897, dont il ne reste qu'une photo, le film étant perdu, le plus vieux étant conservé, et donc The Haunted Hotel en 1907. La stop motion est ici effectuée sur des plans fixes, seuls, et non intégrés aux prises de vue réelles. Mais ce commencement introduit le procédé à 2 films, qui vont parfaitement le maîtriser grâce au directeur des effets spéciaux Willis O'Brien, à savoir Le Monde Perdu, de Harry O. Hoyt, en 1925, d'après Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes, dont les décors ont servi de support pour les chutes du paradis, dans là-haut pour l'anecdote. Et où l'animation ne s'intègre toujours pas aux prises de vue, mais O'Brien va régler ça en 1933, année d'élection d'Hitler en tant que chancelier, ce qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Ce film, le voici. King Kong de Merian C. Cooper et Ernest Bichotzak, icône du cinéma et de la pop culture, étant un peu le premier film de kaiju, 21 ans avant Godzilla. La stop motion s'intègre enfin au film, avec un procédé de surimpression sur les plans larges, utilisé encore plus tard dans Godzilla justement, et dans plusieurs films de monstres, comme Tarantula en 1925, ou 1 Billion Years BC en 1940, un film de dinosaures. Le film révolutionne encore une fois le monde des effets spéciaux, en inventant d'autres procédés comme les animatroniques, largement utilisés par la suite, notamment dans Jurassic Park pour le T-Rex et le Dilophosaure, et qui se perfectionnent encore aujourd'hui, surtout dans les parcs d'attractions, notamment Disney, comme pour Pirates des Caraïbes, mais surtout au Japon. Sinon, à la même période, on utilise le matte painting, qui consiste à intercaler un faux décor dessiné devant la caméra, comme par exemple pour cette scène des temps modernes. Un bidouillage avec la surimpression, appelé le cache contre cache, a aussi été utilisé en 1933 pour L'Homme Invisible. Mais les plans truqués perdant en qualité, un technicien du nom de Carroll D. Dunning trouve un nouveau procédé auquel il donne son nom. Le procédé Dunning, qui utilise un fond bleu pour le faire disparaître grâce à un mélange chromatique, a été utilisé justement sur King Kong, qui l'a popularisé. Il vient de créer l'incrustation, le fond bleu étant devenu généralement un fond vert, mais les deux se font toujours. Cette découverte majeure mettra fin à de nombreuses limites. On peut maintenant
maintenant mélanger des acteurs à des personnages de dessins animés. Ça a déjà été tenté bien plus tôt avec les Alice Comedies en 1923 par Disney, les tout premiers films du studio, quand il s'appelait encore Disney Brothers Studio, puisque c'était Walt et Roy Oliver, son grand frère, les créateurs. Disney le retentera mieux plus tard, en 1964, avec Mary Poppins, mais on voit encore bien le bord du fond bleu, même si on a tenté de la surimpression pour que ça passe mieux. Mais les interactions physiques et les mouvements de caméra sont limités, chose qui sera réglée grâce au cellulo, calque et filtres lumineux, pour donner de la perspective et des reliefs aux persos, quitte à même mettre des personnages derrière des stores pour faire chier les animateurs et repousser les limites. Donc là c'est clairement maîtrisé, et on continuera pour la suite de Mary Poppins, qui est sorti l'an dernier, qui corrige donc les limites techniques du premier film. La stop motion arrivera à son apothéose en faisant son grand retour en 1963 pour le film de Don Chaffee, et pour lequel le maître Ray Harryhausen se chargera des effets spéciaux, qui commencera sa carrière par admiration pour un film français de 1935 de Jean Painlevé intitulé Barbe Bleue, adapté du conte de Charles Perrault, auteur de La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté, Le Petit Poucet et Cendrillon. Oui, je sais, ce suspense est chiant, sauf si vous connaissez, donc on va mettre les images. Jason et les Argonautes, qui inspirera notamment Tim Burton pour sa bataille finale de Miss Peregrine, grâce à sa très célèbre armée de squelettes, qui avait commencé en 1949 avec Mighty Joe Young, qui avait gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, dont Disney a fait un remake en 98, et qu'il avait fait avec son mentor Willis O'Brien, le directeur des effets spéciaux du Monde Perdu et de King Kong. Reprenant donc sa relève en termes de modèle animation, en créant pour le monstre des temps perdus, un procédé appelé dynamation, aucun lien avec les Dynamax, pour séparer le premier du second plan, afin d'animer à part les créatures. Ensuite il fera en vrac son premier film en couleur, Le 7ème voyage de Simbad en 1958, Les voyages de Gulliver en 1960, L'île mystérieuse d'après Jules Verne en 1961, et finira par Le choc des titans en 1981, encore une adaptation de la mythologie grecque qui est maintenant connue pour un plan du Kraken dans le générique de Malcolm. Il finira tout de même en 2002, Son livre et la tortue, qu'il avait laissé en stand-by après l'avoir commencé en 1952 pour une série d'adaptations de contes de fées. Les derniers films à utiliser le modèle animation datent des années 80, on peut citer donc le Alice Check de Jan Frank Meyer et Tetsuo the Iron Man en 1989, crossover japonais entre Akira et Iron Man, et non je déconne, mais c'est bien japonais, et c'est un film d'horreur semblant inspiré du travail de Junji Ito, qui utilise la stop motion pour créer le malaise. Si le modèle animation a disparu, c'est à cause d'un film sorti 10 ans avant, dans les années 70, Jodorowsky va tenter de produire sans succès son fameux Dune, le plus grand film de l'histoire du cinéma qui n'existe pas, étant beaucoup trop ambitieux et cher pour l'époque, Lynch se chargeant d'une adaptation qu'il reniera par la suite, la signant du pseudo Alan Smithy pour les réalisateurs reniant leur film, et Denis Villeneuve étant actuellement en tournage pour un nouveau film qui sort l'an prochain. Le cours de la bourse et de l'inflation changeant, un film un peu moins ambitieux sort quelques années plus tard, en récupérant énormément des éléments de pré-prod de Dune, surtout de la DA en fait, qui ont aussi été utilisés par Ridley Scott pour ses films Alien et Blade Runner. Ce film va lancer l'arrivée des nouveaux blockbusters, et va faire tout péter en créant une nouvelle religion, j'ai nommé, le film qui a maîtrisé et utilisé tous les effets spéciaux possibles et disponibles à l'époque, jusque dans ses transitions de montage en volet, qui sont en soi des effets, et qui a fini par paniquer les animateurs, qui voyaient en ce film le début d'un cinéma qui pourra montrer ce qui n'était possible de faire qu'en animation. Et ils avaient raison, puisque les gros films actuels ne sont plus que des films d'animation avec un peu de live dedans. Jusqu'à en dire que c'est du live, comme le remake du Roi Lion, dit en live action, alors que c'est toujours de l'animation, mais un autre type d'animation. D'ailleurs parlons-en de ce procédé, alors que Star Wars, pour faire des créatures, utilisait des moyens plus traditionnels et artisanaux, les moyens de l'époque, donc, à savoir costumes, maquillage, animatronique et marionnettes, celle de Yoda étant animée et doublée par Frank Oz, réalisateur de l'Indienne du placard, et collègue de Jim Henson, avec qui il a réalisé Dark Crystal aussi, c'est lui qui fait la voix d'Okra d'ailleurs, un habitué des marionnettes donc, la série Netflix qui arrive le 30 août prochain, mélangeant maintenant les marionnettes à des CGI. George Lucas crée donc ILM, Industrial Light and Magic, avec John Dykstra, créateur du Discraflex en 1976, un système de motion control de la caméra, inspiré du travail révolutionnaire 8 ans plus tôt de Stanley Kubrick, sur son film le plus démesuré, 2001 l'Odyssée de l'espace, en 1968. Contrôlant donc de manière beaucoup plus fluide le mouvement des maquettes et de la caméra pour le film, ILM, le studio d'effets spéciaux de Lucas, qui est d'ailleurs le plus gros ayant travaillé sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, justement, mais aussi Indiana Jones, Terminator, Jurassic Park, Avengers, Pirates des Caraïbes, Willow, Abyss, Forrest Gump, Titanic, E.T. ou encore Lucy. Avant d'être racheté par Disney, oui eux aussi, vu que c'était une filiale de Lucasfilm, s'occupait notamment des parties en stop motion, procédé encore persistant à l'époque, sur les gros films, aussi utilisé sur Robocop 10 ans plus tard en 87, avant la création d'un nouveau type d'effets spéciaux, les effets visuels, avec l'apparition et la démocratisation de l'informatique, qui chez Lucasfilm était supervisé par un service de leur division informatique, nommé le Graphics Group, qui changera de nom après son rachat par Steve Jobs pour devenir indépendant. Avant donc de se faire encore racheter par Disney en 2006, 8 ans avant Lucasfilm. Les premières modélisations commencent dès les années 70, et les premières animations plus précisément en 1976, pour Future World, suite de Monde Ouest, tous deux de Michael Crichton, auteur du livre Jurassic Park, et adapté en série dernièrement par HBO, sous le titre Westworld, qui est le titre original, Monde Ouest étant la traduction française. Les images de synthèse sont intégrées dans le récit de Future World, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, mais c'est le film Tron qui va pour la première fois les mélanger à des images réelles, en 1982. La mort de la stop motion arrive lorsque Spielberg, voulant réaliser
réaliser une nouvelle adaptation de Michael Crichton, trouve que cette technique manque de réalisme et de crédibilité. Steve Williams, un animateur d'ILM, parvient à trouver une solution qu'il applique et lui montre des tests de ce qui deviendra ceci. Spielberg, stupéfait, adopte donc cette technique pour les plans larges et garde des animatroniques pour les plans rapprochés. Des dinosaures photoréalistes sont maintenant possibles à faire, il ne reste plus qu'à faire des humains crédibles, sans tomber dans la vallée de l'étrange, au niveau des mouvements pour commencer, pour les rendre les plus réalistes possibles. 11 Oscars pour le final de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, dont meilleur effet visuel, notamment grâce au logiciel de foule numérique massive, permettant de faire apparaître désormais un grand nombre de personnages à l'écran, sans avoir à trouver autant de figurants, mais surtout pour le développement du système de motion capture et la performance d'Andy Serkis, qui deviendra un pro dans le domaine en jouant King Kong 2 ans plus tard en 2005. Démonstration de l'évolution des effets depuis le premier film en 1933, soit 72 ans de différence entre les deux films. Cette technique fut utilisée pour la première fois en 1993 en France pour un film 20 milieux sous les mers. Depuis, cette dernière trouvaille a été développée au long des années 2000, avec plus ou moins de succès, le problème étant le manque d'expression des personnages, dont certains aujourd'hui peuvent paraître assez creepy. La performance capture est alors inventée, captant aussi les mouvements du visage pour créer cette expression, et qui finit par porter ses fruits en 2010. Avatar, plus grand succès de l'histoire du cinéma, sans prise en compte de l'inflation, jusqu'à il y a 2 semaines, au moment où je m'enregistre, se faisant dépasser par Avengers Endgame, réussit un tour de force, on en est arrivé au niveau actuel, le système aussi continue d'être développé au cours des dernières années, le dernier opus de la planète des singes avec Andy Serkis, justement dans le rôle de César, étant arrivé à un niveau de photoréalisme impressionnant. Et le film de Spielberg, Ready Player One, faisant état d'exemple d'apothéose, en termes d'effets visuels, étant possible d'être produit actuellement, et réglant tous les problèmes présents au début de la motion capture. Il y a encore un gros problème que pour l'instant personne n'a résolu, c'est le problème des cheveux. Lorsque vous bougez les cheveux, eh bien, il y a des millions de polygones qui bougent de façon ordonnée. On va essayer de trouver des techniques pour les animer. Donc là, appel d'offres, on cherche quelqu'un qui traite les poils et les cheveux. Faisant passer son Tintin pour un film déjà vieux et dépassé, c'est dire si les progrès avancent de plus en plus vite. Ce film nous étant un peu comme cette vidéo, nous montrant l'état de l'évolution des effets spéciaux et du cinéma, passant par King Kong, un hommage au maître Kubrick, ayant apporté les plus grandes avancées, Jurassic Park, Le Seigneur des Anneaux, et qui sait quelle découverte nous attendent encore. Vers le futur!